Tu ne es pas assez important pour le mariage, a déclaré mon père devant 30 personnes. Brisé, je me suis levé, téléphone en main. J'ai alors prononcé 10 mots qui ont instantanément effacé leur sourire. La maison sentait le poulet rôti et le pain chaud, le genre d'odeur qui pour moi était synonyme de sécurité, le genre qui me donnait autrefois le sentiment que peu importe ce qui se passait en dehors de ces murs, c'était ici que les choses restaient intactes. Ce soir-là, ce n'était pas du tout le cas. Tout semblait mis en scène, comme un décor conçu pour paraître familier alors que quelque chose de tranchant attendait juste hors de vue. La maison de papa et maman à Lyon était pleine comme elle l'était rarement désormais. Des chaises pliantes longeaient le mur du salon, des manteaux étaient drapés sur la rampe d'escalier, et les voix se superposaient en éclats polis qui ne se transformaient jamais vraiment en rire véritable. Près de 30 personnes remplissaient la maison, la famille des deux côtés et une poignée de la future belle famille de Lila, tous habillés un peu plus chic que d'habitude pour une simple réunion de famille. C'était censé être un dîner pré-mariage, rien de formel, juste une occasion pour tout le monde de se retrouver avant le grand jour. Je me tenais près du comptoir de la cuisine, le dos appuyé contre le bord frais du granit, écoutant le cliquetis des assiettes et le faible bourdonnement des conversations. Quelqu'un parlait de la circulation. Quelqu'un d'autre se disputait doucement pour savoir s'il pleuvrait le week-end prochain. Lila se déplaçait dans la pièce avec le sourire crispé qu'elle répétait depuis des mois, celui qui disait qu'elle était excitée et dépassée et qu'elle essayait très fort de ne montrer ni l'un ni l'autre. Maman planait près de la table de la salle à manger, ajustant des serviettes qui étaient déjà droites. Papa faisait les 100 pas, un verre à la main, hochant la tête au fil des conversations sans vraiment y prendre part. Je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange que tout paraisse normal. La maison était propre, les lumières chaudes, le repas presque prêt. Si j'étais entré de l'extérieur sans histoire, sans mémoire, j'aurais pensé que c'était un moment heureux. Je n'aurais pas su que mes épaules étaient tendues pour des raisons que je ne pouvais pas entièrement expliquer, ou qu'une pression silencieuse s'était accumulée derrière mes yeux depuis le moment où j'avais garé ma voiture dans leur rue. J'étais venu tôt pour aider, comme toujours. J'ai coupé des légumes, porté des plateaux et rempli des verres. Je me suis rendu utile parce qu'être utile avait toujours été la manière la plus sûre d'exister dans ma famille. Si je restais occupé, personne ne posait de questions. Si je restais serviable, personne ne me regardait de trop près. Je me suis dit que ce n'était qu'une vieille habitude, rien de plus. En écoutant ceci, je suis curieuse de savoir ce que vous faites en ce moment. Êtes-vous assis à votre table de cuisine avec une tasse de café, en train de plier du linge, ou de conduire sur une route familière et tranquille? Pour moi, quand tout cela s'est produit, je me tenais juste là, près du comptoir de la cuisine, tenant un torchon propre, ressentant cet étrange sentiment d'attente sans savoir ce que j'attendais. La voix de papa a percé le brouhaha de la pièce quand il a tapé sur son verre avec une cuillère. Ce n'était pas fort, juste assez pour attirer l'attention. Les conversations se sont tues par vagues. Les chaises ont grincé. Quelqu'un s'est raclé la gorge. J'ai levé les yeux, m'attendant à ce qu'il annonce le dîner ou porte un toast à la fierté qu'il éprouvait pour Lila. Cela aurait eu du sens. Cela aurait correspondu à la soirée. Papa a souri, ce sourire poli et crispé qu'il utilisait quand il pensait être raisonnable. Il a remercié tout le monde d'être venu, d'avoir pris le temps, et de soutenir la famille. Il a parlé de l'importance de protéger les moments spéciaux, de garder les choses positives, de faire ce qui était le mieux pour toutes les personnes impliquées. Pendant qu'il parlait, j'ai senti mon estomac se nouer, bien que je ne sache toujours pas pourquoi. Puis il a prononcé mon nom. Pas doucement. Pas gentiment. Juste mon nom, Athénaï, de façon claire et délibérée, si bien que tous les visages dans la pièce se sont tournés vers moi en même temps. Je me souviens de la chaleur soudaine sur mes joues, de la façon dont le torchon a un peu glissé dans mes mains. Papa a dit qu'après mûre réflexion, lui et maman avaient pris une décision. Il a dit que ce n'était pas facile, mais que c'était nécessaire. Il a dit qu'au nom de l'harmonie, au nom du bonheur de Lila, certaines limites devaient être fixées. Il a dit que je n'assisterais pas à son mariage. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'avais mal entendu. Les mots n'ont pas atterri tout de suite. Ils flottaient dans l'air, déconnectés de leur sens, comme une phrase dans une langue étrangère. Papa a continué de parler, d'expliquer, remplissant l'espace avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Il a dit que je n'étais pas assez importante pour être là. Il a dit que mes choix passés, en particulier mes fiançailles rompues, avaient apporté trop de négativité. Il a dit que les mariages étaient une question de bonnes énergies, de nouveaux départs,
et que ma présence ne ferait que rappeler aux gens ce qui avait mal tourné auparavant. Il a dit que ce n'était pas une punition. Il a dit que c'était simplement ce qui était le mieux pour la famille. La pièce est devenue silencieuse d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas le calme confortable des gens qui écoutent, mais un vide pesant où le son semblait avoir peur d'exister. Personne n'a ri. Personne n'a protesté. Personne n'a même bougé mal à l'aise. J'ai regardé maman. Elle fixait la serviette dans ses mains, la tordant de plus en plus fort jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle n'a pas levé les yeux. J'ai regardé Lila. Elle se tenait figée près de l'embrasure de la porte, le visage vidé de sa couleur, les yeux fixés sur un point du sol juste devant ses chaussures. Elle n'a pas croisé mon regard. J'ai regardé mes tantes et mes oncles, des cousins avec qui j'avais grandi, des gens qui m'avaient embrassé pour me dire bonjour moins d'une heure plus tôt. Quelques-uns ont détourné le regard quand ils m'ont vu les regarder. Une femme a pincé les lèvres comme si elle allait dire quelque chose, puis s'est tue. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a dit que c'était injuste. Personne n'a dit que papa avait tort. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne rattrape le coup. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je le sentais dans ma gorge. Il y avait un léger bourdonnement dans mes oreilles, comme si je m'étais levé trop vite. Mes mains me semblaient étrangement légères, comme si elles ne m'appartenaient plus. J'attendais les larmes, la chaleur, la colère qui explose comme dans les films. Rien de tout cela n'est arrivé. Au lieu de cela, je me suis senti vide. Pas exactement engourdi, mais comme évidé, comme si quelque chose avait finalement cédé après avoir tenu trop longtemps. Papa a fini de parler et a pris une gorgée de son verre, satisfait, comme s'il venait d'expliquer une règle de la maison raisonnable. Le silence s'est étiré. Il est devenu insupportable. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de très simple et de très clair. Personne dans cette pièce n'allait prendre ma défense. Pas maintenant. Jamais. Je me suis éloigné du comptoir. Le bruit de mes chaussures sur le parquet semblait trop fort, comme une perturbation. Tous les yeux m'ont suivi alors que je me déplaçais vers le centre de la pièce. Je pouvais sentir mon pouls dans mes tempes, mais mes pensées étaient stables comme elles ne l'avaient jamais été auparavant. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je ne l'ai pas déverrouillé tout de suite. Je l'ai juste tenu dans ma main, sentant son poids, m'ancrant dans quelque chose de solide et de réel. J'ai d'abord regardé papa. Il a froncé les sourcils, confus, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je bouge. Puis j'ai regardé maman. Puis Lila. Puis, un par un, j'ai laissé mon regard passer sur chaque personne qui avait choisi le silence. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était calme. Elle ne tremblait pas. Je ne l'ai pas élevée. Je ne me suis pas précipité. J'ai dit exactement 12 mots. Qui veut lui dire que c'est moi qui ai payé pour le mariage? Personne n'a respiré. L'air dans la pièce a changé instantanément, comme si une fenêtre avait été ouverte en plein hiver. La bouche de papa s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. La tête de maman s'est relevée d'un coup, les yeux écarquillés. Lila m'a regardé alors, m'a vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage qui ressemblait beaucoup à de la peur. Pourtant, personne n'a parlé. Je suis resté là, le téléphone à la main, entouré de gens qui comprenaient soudain que ce n'était pas fini. Loin de là. Le silence ne s'est pas rompu tout de suite. Il s'est étiré, épais et inconfortable, jusqu'à ce qu'il semble pressé contre ma poitrine. Je pouvais entendre de petits bruits que je n'avais jamais remarqués auparavant. Le faible bourdonnement du réfrigérateur de la cuisine. Le léger cliquetis de quelqu'un qui pose un verre un peu trop fort. Le tic-tac de la vieille horloge sur le mur que maman avait insisté pour garder même après qu'elle ne soit plus assortie au reste de la maison. Papa a finalement changé de pied. Ses sourcils se sont froncés, non pas de culpabilité, mais d'irritation, comme s'il était agacé que la soirée ne suive plus le scénario qu'il avait écrit dans sa tête. Il a laissé échapper un bref souffle par le nez, le genre qu'il utilisait quand il pensait que quelqu'un était mélodramatique. Ce n'est pas de ça que nous parlons en ce moment, a-t-il dit. Sa voix était plus tranchante qu'auparavant, teintée d'un avertissement. Je ne lui ai pas répondu. J'étais toujours là, le téléphone posé dans ma paume, mes doigts enroulés autour un peu plus fermement que nécessaire. J'ai réalisé, vaguement, que mes mains ne tremblaient plus. Mon corps s'était installé dans quelque chose de solide et d'ancré, comme s'il comprenait enfin ce que mon esprit essayait d'accepter depuis des années.
Maman a fait un petit pas vers moi, puis s'est arrêtée. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Athénaï, a-t-elle dit doucement, comme elle le faisait quand j'étais enfant et qu'elle essayait de calmer une situation sans vraiment prendre parti. Tu n'as pas besoin de faire ça. Faire quoi, exactement, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Ai-je besoin de rester là et d'absorber le fait d'être effacé? Ai-je besoin de sourire et de mettre tout le monde à l'aise? Ai-je besoin de continuer à prétendre que ça ne me dérange pas d'être traité comme quelque chose de jetable? Lila a enfin levé la tête. Nos regards se sont croisés pour la première fois depuis que papa avait parlé. Son expression était tendue, ses lèvres pincées, ses mains serrées le long de ses flancs. Elle avait l'air effrayée, mais pas pour moi. Je pouvais le voir clairement maintenant. Elle avait peur de ce qui pourrait arriver à son mariage, à ses plans, à l'image qu'elle avait si soigneusement construite dans son esprit. Athénaï, a-t-elle murmuré, comme si prononcer mon nom doucement pouvait défaire ce qui avait déjà été dit. J'ai soutenu son regard. Je voulais qu'elle dise autre chose. Je voulais qu'elle dise que papa avait tort, que c'était cruel, qu'elle n'accepterait pas une célébration construite sur mon exclusion. Elle ne l'a pas fait. Ses yeux ont glissé au-delà de moi, vers maman, vers papa, cherchant une direction. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Ce moment n'était pas un malentendu. C'était un choix. Quelqu'un près du canapé s'est raclé la gorge. Une autre personne a bougé sur sa chaise. Quelques personnes ont commencé à regarder leur téléphone, soudainement très intéressés par leurs écrans. Le silence était devenu insupportable, alors les gens essayaient de s'en échapper par de petits moyens lâches. Papa a redressé les épaules. Il a regardé autour de la pièce, essayant clairement de reprendre le contrôle. Il a dit quelque chose sur le fait de ne pas laver son linge sale en public. Il a dit quelque chose sur le respect. Il a dit quelque chose sur le fait que je surréagissais. Les mots ont glissé sur moi sans s'accrocher. Pour la première fois, je n'essayais pas de le comprendre. Je l'observais simplement, comme on observe quelqu'un révéler qui il a toujours été. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais ravalé mes sentiments pour maintenir la paix. Combien de vacances j'avais réorganisé mes plans pour m'adapter au confort de tout le monde. Combien d'excuses j'avais faites pour des choses qui n'avaient jamais été vraiment de ma faute. J'ai pensé à la version plus jeune de moi-même qui croyait que si j'essayais assez fort, si je restais assez gentille, si je prouvais ma valeur de manière silencieuse et utile, je finirais par être choisi. Debout là, avec près de 30 personnes qui me regardaient, j'ai enfin compris que ce moment n'arriverait jamais. Papa a fait un autre pas vers moi. Athénaï, range ce téléphone, a-t-il dit, sa voix basse et ferme, la voix de quelqu'un habitué à être obéi. J'ai croisé son regard. Il n'y avait plus de colère en moi, plus besoin de discuter. Juste de la clarté. J'ai réalisé que quoi qu'il arrive ensuite, c'était déjà enclenché. La vérité avait été dite à voix haute, et il n'y avait aucun moyen de la replier soigneusement dans le silence. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, pas encore pour passer un appel, mais pour me rappeler que je n'étais pas piégé. Que j'avais des options. Que je n'étais pas impuissante dans cette pièce, peu importe à quel point papa voulait que je le ressente. Autour de nous, la maison semblait différente. La chaleur avait disparu. L'air semblait mince, exposé. Les gens commençaient à comprendre qu'ils n'étaient pas seulement témoins d'un moment de famille gênant. Ils se tenaient au bord de quelque chose qui était sur le point de changer. J'ai pris une lente inspiration, me stabilisant. Je ne savais pas exactement comment le reste de la soirée se déroulerait. Je ne savais pas qui serait encore à mes côtés quand tout serait fini. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. J'en avais fini de me faire toute petite. J'ai relevé les yeux, observant les visages autour de moi, mémorisant ce moment. L'inconfort. La peur. La prise de conscience soudaine que les mots ont des conséquences. Puis j'ai cessé de parler. Je ne me suis pas expliqué. Je n'ai pas défendu mes choix. Je suis simplement resté là, le téléphone à la main, laissant le silence faire le travail à ma place. Ce silence m'a accompagné sur le chemin du retour plus tard cette nuit-là, assise sur le siège passager de mes propres pensées longtemps après que les lumières de la maison se soient estompées dans le rétroviseur. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai appelé personne. J'ai juste laissé le calme m'envelopper, car il me semblait familier d'une manière presque réconfortante. Le silence a toujours été l'endroit où j'ai appris à survivre. J'ai été élevée pour être celle qui comprend.
Celle qui s'adapte. Celle qui arrange les choses avant qu'elles ne deviennent conflictuelles. En tant que fille aînée, ce rôle n'était pas exprimé à voix haute, mais il était enseigné de 1000 petites manières. Quand mon frère renversait quelque chose et pleurait, on me disait d'aider à nettoyer. Quand Lila était dépassée, on me rappelait que j'étais assez forte pour nous deux. Quand maman avait l'air fatiguée, j'intervenais. Quand papa était frustré, je restais à l'écart. J'ai appris très tôt que l'harmonie comptait plus que l'honnêteté, et que garder tout le monde à l'aise était le moyen le plus rapide de mériter l'amour. Je ne l'ai pas remis en question pendant longtemps. Cela me semblait être une responsabilité. Cela me semblait nécessaire. Et pendant des années, j'ai porté ce rôle avec fierté, même quand il me blessait de manière que je ne savais pas encore nommer. Au moment où j'ai rencontré Clément Moreau, j'étais déjà doué pour être agréable. Clément est entré dans ma vie discrètement, par des amis communs, avec un sourire qui donnait aux gens l'impression d'être choisi. Il était stable, fiable, le genre d'homme que ma famille a immédiatement approuvé. Il tenait les portes. Il arrivait à l'heure. Il parlait de l'avenir en termes prudents et pratiques. Papa l'a tout de suite apprécié. Maman l'a qualifié de bénédiction. Quand Clément m'a demandé en mariage, tout le monde a célébré comme si un problème avait enfin été résolu. J'étais à la fin de la vingtaine, installé dans ma carrière, et apparemment dans les temps. La bague était modeste, de bon goût, exactement le genre de bague que les gens s'attendaient à ce que je porte. Je me souviens d'être dans la cuisine de maman pendant qu'elle pleurait de joie et me disait à quel point elle était fière. Papa a tapé sur l'épaule de Clément et a plaisanté en disant qu'il avait enfin un autre fils. La planification du mariage est devenue un projet familial presque du jour au lendemain. Les listes d'invités ont été débattues. Les lieux ont été visités. Les couleurs ont été choisies. J'ai souri à travers tout cela, même quand j'avais l'impression que le mariage se déroulait autour de moi plutôt qu'avec moi. Je me suis dit que c'était normal. Que c'était juste comme ça que ces choses se passaient. Ce n'est que quelques semaines avant le mariage que la vérité a fait voler en éclats toute cette planification minutieuse. J'ai trouvé les messages par accident, un nom que je ne reconnaissais pas s'allumant sur le téléphone de Clément pendant qu'il était sous la douche. Au début, j'ai essayé de trouver une explication. Je me suis dit de ne pas fouiner. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Mais les mots étaient trop clairs. Trop familiers. Le ton était intime d'une manière qui ne laissait aucune place au doute. Mes mains tremblaient en faisant défiler les messages, mon estomac se nouant à chaque ligne. Il n'y avait pas de confession dramatique unique, pas de scène de trahison évidente. Juste une série de mensonges qui avaient tranquillement grandi dans mon dos. Quand Clément est sorti de la salle de bain, une serviette autour de la taille, j'étais assise sur le bord du lit, tenant son téléphone. Il s'est arrêté net en voyant mon visage. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a essayé d'expliquer. Il a dit que c'était compliqué. Il a dit que ça ne signifiait rien. Il a dit que j'en faisais toute une histoire. Je me souviens m'être senti étrangement calme en l'écoutant. Comme si mon corps avait déjà pris une décision avant que mon esprit ne s'en rende compte. Je lui ai dit que le mariage était annulé. Je l'ai dit simplement. Pas comme une menace. Pas comme un test. Juste comme un fait. Clément m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Il m'a demandé de reconsidérer ma décision. Il m'a rappelé à quel point la date était proche. Il m'a dit à quel point il serait embarrassé. Il m'a dit combien d'argent avait déjà été dépensé. Je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui me mentait. C'était toute l'explication. Rompre les fiançailles aurait dû être la partie la plus difficile. Ce ne fut pas le cas. Le plus difficile a été de le dire à ma famille. Maman a pleuré, mais pas comme je m'y attendais. Elle a pleuré pour les invitations qui avaient déjà été envoyées. Pour les acomptes. Pour ce que les gens allaient dire. Elle m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas simplement régler ça en privé. Elle m'a demandé pourquoi je devais rendre ça si public. Papa était en colère d'une manière que j'avais rarement vue. Il faisait les 100 pas dans le salon, sa voix s'élevant à chaque phrase. Il a parlé d'engagement. De promesses. De comment les relations exigeaient des compromis. Il m'a dit que tout le monde faisait des erreurs. Il m'a demandé si je pensais vraiment que tout recommencer serait plus facile. J'ai attendu que quelqu'un me demande comment je me sentais. Personne ne l'a fait. Des parents ont appelé avec des conseils qui ressemblaient beaucoup à des critiques.
Ils m'ont dit que le mariage n'était pas une question de bonheur. Ils m'ont dit que le pardon était une vertu. Ils m'ont dit que j'étais mélodramatique, impulsive, égoïste. Quelques personnes m'ont demandé si j'étais sûr, comme si la certitude était le problème. Quand j'ai expliqué ce que Clément avait fait, les détails semblaient leur passer par-dessus la tête. C'était comme si ses actions comptaient moins que ma réaction. La trahison est devenue un bruit de fond, tandis que ma décision occupait le devant de la scène. Le mariage a été officiellement annulé. Les cadeaux ont été retournés. Les plans ont été défaits. Et quelque part au milieu de tout cela, une histoire a commencé à se former qui n'avait que très peu à voir avec ce qui s'était réellement passé. J'ai été étiqueté comme difficile. Émotionnel. Instable. Les gens disaient que j'avais tout gâché pour rien. Quelqu'un a plaisanté en disant que j'avais eu la frousse. Une autre personne a dit que je n'étais probablement pas prête. Papa a prononcé les mots qui sont restés avec moi plus longtemps que tous les autres. Il a dit que j'avais gâché quelque chose de magnifique. Il a dit que si j'avais déjà ruiné un mariage, je devrais rester loin du suivant. Il n'a pas élevé la voix en le disant. Il l'a dit calmement, comme un avertissement, comme un conseil destiné à m'aider à éviter d'autres dommages. Après cela, les choses ont changé de manière subtile. Les invitations se sont raréfiées. Les conversations changeaient quand j'entrais dans une pièce. Quand Lila a commencé à avoir une relation sérieuse, il y avait un accord tacite que je ne devais pas interférer, pas commenter, pas apporter mon énergie dans cette histoire. J'ai intériorisé tout cela plus profondément que je ne le réalisais. J'ai commencé à croire que j'avais peut-être eu tort. Que j'aurais peut-être dû essayer plus fort. Que me protéger avait peut-être été une forme d'échec. Alors, quand Lila a annoncé ses fiançailles, je n'ai pas hésité à proposer mon aide. J'ai offert mon temps. J'ai offert mes ressources. Je suis resté en retrait et je me suis dit que c'était là ma place. Je pensais que si je la soutenais assez, si je prouvais que je pouvais être généreuse et invisible en même temps, je pourrais regagner les bonnes grâces de la famille. Je pensais qu'en payant pour ce que j'avais autrefois enlevé, je pourrais équilibrer la balance. Debout dans mon allée cette nuit-là, le moteur encore en marche, j'ai réalisé depuis combien de temps je vivais avec cette conviction. Que je devais quelque chose. Que je devais compenser le fait de m'être choisi. J'ai coupé le contact et suis resté assise un moment, les mains posées sur le volant, le poids de cette prise de conscience s'installant en moi. J'avais passé des années à essayer d'expier une décision qui m'avait sauvé. Et d'une manière ou d'une autre, sans jamais le dire à voix haute, ma famille m'avait appris que c'était le prix de ma liberté. Cette conviction m'a suivi dans les années qui ont suivi. Elle s'est installée dans mes routines, mes décisions, la manière dont je mesurais ma valeur sans réaliser que je le faisais. Je me suis investi dans mon travail parce que le travail avait un sens. Le travail avait des règles. Le travail récompensait l'effort. Dans le secteur de l'hôtellerie, il n'y avait pas de place pour les devinettes émotionnelles. Soit quelque chose fonctionnait sans accroc, soit non. Soit vous arriviez préparé, soit non. J'ai appris à trouver du réconfort dans cette clarté. J'ai gravi les échelons régulièrement, non pas parce que je courais après les titres, mais parce que j'étais fiable. J'arrivais tôt. Je partais tard. J'ai appris à résoudre les problèmes discrètement avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Finalement, je suis devenue directrice des opérations, supervisant plusieurs établissements, jonglant avec les plannings, les budgets, les problèmes de personnel, les pénuries de fournitures et les plaintes des clients avec un calme qui me surprenait même. Mes revenus se sont stabilisés. Ma vie s'est simplifiée. Je vivais selon mes moyens, je payais mes factures à temps et j'épargnais soigneusement. Il n'y avait rien d'éclatant là-dedans. Pas de grands gestes. Juste de la constance. Cette constance est devenue une partie de mon identité. J'étais la personne fiable. Celle sur qui on pouvait compter quand les choses devaient être faites. Et lentement, sans que personne ne le dise directement, cette identité a rejailli sur mon rôle dans la famille. Quand Lila a appelé pour me dire qu'elle était fiancée, j'ai ressenti une vague d'émotions compliquées. J'étais heureuse pour elle. Sincèrement. J'aimais ma sœur. Mais il y avait aussi ce serrement familier dans ma poitrine, un avertissement silencieux que j'avais appris à ne pas ignorer. Les mariages ne m'appartenaient plus. C'étaient des espaces dont j'avais été doucement mais fermement écarté. Maman a pleuré en me l'annonçant. Des larmes de joie cette fois. Elle a parlé de la beauté de la bague,
de la gentillesse du fiancé de Lila, de comment tout semblait juste. Papa était plus réservé, mais je pouvais entendre le soulagement dans sa voix quand il en parlait. Une autre chance. Une ardoise vierge. Un mariage qui ne serait pas entaché par les erreurs du passé. Personne ne m'a demandé comment je me sentais à ce sujet. Je ne m'y attendais pas. La conversation a rapidement bifurqué vers la logistique. Les dates. Les lieux. Les listes d'invités. Les coûts. C'est à ce moment-là que maman a hésité, puis a dit ce qui avait clairement été répété. Elle a dit qu'elle et papa en avaient parlé. Elle a dit que les mariages coûtaient cher. Elle a dit qu'ils étaient déjà à court de moyens. Puis elle l'a dit prudemment, comme si elle demandait une faveur plutôt que de prononcer un jugement. Elle a dit que c'était peut-être ma chance d'aider. De réparer les choses. De contribuer de manière significative. Papa n'a pas adouci les choses de la même manière. Il a dit que j'avais déjà gâché un mariage. Il a dit que c'était une opportunité d'équilibrer les choses. De montrer mon soutien. De prouver que je n'étais pas un mauvais présage. Ces mots ont atterri doucement mais lourdement. Je me souviens avoir fixé mon téléphone après la fin de l'appel, assise sur mon canapé, la lumière de l'après-midi filtrant à travers la fenêtre. J'ai senti le vieux réflexe se déclencher immédiatement. L'envie de réparer. D'arranger. De me rendre utile. Je me suis dit que je le faisais pour Lila. Et c'était vrai, du moins en partie. Je voulais qu'elle ait une belle journée. Je voulais être généreuse. Je voulais être là pour elle comme personne n'avait été là pour moi. Mais il y avait une autre vérité sous-jacente. Je voulais prouver quelque chose. Je voulais prouver que je n'étais pas maudite. Que ma présence ne faisait pas tout s'effondrer. Que je pouvais toucher un mariage sans le détruire. Alors j'ai dit oui. Une fois que j'ai dit oui, les choses ont bougé rapidement. Lila était soulagée. Maman était reconnaissante. Papa était satisfait d'une manière qui semblait transactionnelle plutôt qu'émotionnelle. L'accord tacite était clair. Je contribuerais, discrètement et efficacement, et en retour, je resterais à l'écart des projecteurs. Nous avons rencontré Nora Fournier, l'organisatrice de mariage que maman avait longuement recherchée. Nora était professionnelle, organisée et directe, à la manière de quelqu'un qui avait vu toutes les catastrophes de mariage possibles et appris à ne rien prendre personnellement. Elle a présenté des options, des calendriers, des contrats. Elle a posé des questions pratiques. Elle n'a pas posé de questions sur la dynamique familiale. Quand est venu le moment de signer les papiers, Nora m'a regardé. Elle a demandé quel nom devait figurer sur les contrats. Maman a jeté un coup d'œil à papa. Papa m'a regardé. C'était supposé. C'était moi qui payais. Mon nom a été inscrit sur la ligne. J'ai signé sans hésitation. Nous avons visité des lieux ensemble, Lila, maman et moi. Le domaine de la rive s'est immédiatement démarqué. C'était élégant sans être ostentatoire, situé près de la rivière avec de hautes fenêtres laissant entrer une douce lumière naturelle. Lila a adoré. Maman a joint les mains et a dit que ça semblait juste. Papa a hoché la tête, calculant déjà les coûts dans sa tête. L'acompte était substantiel. J'ai viré les fonds sans commentaire. J'ai réservé le traiteur. J'ai payé la robe dont Lila est tombée amoureuse, celle qui, selon elle, la faisait se sentir elle-même, mais en mieux. Chaque paiement ressemblait à une autre brique posée dans un mur que je construisais autour de l'idée que cette fois, les choses seraient différentes. Au fur et à mesure que les plans prenaient forme, mon rôle est resté clair. J'étais impliqué, mais pas visible. J'assistais aux réunions. J'approuvais les factures. Je résolvais les problèmes en coulisses. Je ne donnais mon avis que si on me le demandait. Je ne suggérais des changements que si quelque chose devait vraiment être ajusté. Je suis restée prudente. Je suis restée silencieuse. Parfois, dans des moments d'honnêteté avec moi-même, je me demandais si j'étais puni ou si je me portais volontaire pour ce rôle. La frontière était plus floue que je n'aimais l'admettre. Il y a eu de petits moments qui auraient dû m'alerter. Des commentaires de parents sur ma générosité, suivis de rappels de rester à l'écart. Des blagues sur la chance qu'avait Lila d'avoir une sœur comme moi, accompagnée de regards en coin qui suggéraient que je compensais quelque chose. Une fois, maman l'a dit sans détour, bien qu'elle ne voulait probablement pas que ça me blesse comme ça l'a fait. Elle m'a dit que c'était bien que je contribue autant. Elle a dit que ça montrait de la maturité.
que ça montrait de la responsabilité. J'ai hoché la tête et n'ai rien dit. Le jour où j'ai signé le contrat final avec Nora reste gravé dans ma mémoire plus clairement que tout autre. J'étais assise à une petite table dans son bureau, la lumière du soleil entrant par la fenêtre, les papiers soigneusement étalés devant moi. Nora m'a expliqué chaque page, détaillant les délais, les clauses d'annulation, les imprévus. Pendant qu'elle parlait, j'écoutais attentivement, mes instincts professionnels pleinement engagés. C'était un terrain familier. Contrat. Responsabilité. Attente claire. J'ai paraphé où on me l'a dit. J'ai signé où c'était indiqué. Quand ce fut fait, Nora a fait glisser le dossier vers moi et a souri. Elle a dit que tout était réglé. Elle a dit que ce serait un beau mariage. Je me souviens avoir tenu le stylo un moment de plus que nécessaire après qu'elle ait fini de parler. Il y avait un étrange sentiment de finalité dans cette pièce, un sentiment que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Je me suis dit que c'était juste le trac. Juste le poids de la responsabilité. En me levant pour partir, j'ai aperçu mon reflet dans la porte vitrée. J'avais l'air posé. Compétente. Utile. Je me suis dit que c'était le rôle que j'étais censé jouer maintenant. Au moins cette fois, je ne serais pas le problème. Je ne savais pas alors à quel point cette croyance était fragile, ni à quelle vitesse elle serait mise à l'épreuve. Je ne savais pas qu'en essayant si fort de prouver ma valeur, je m'étais placé dans une position où je devrais finalement choisir entre ma dignité et mon silence. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que j'avais fait ce qu'on m'avait demandé. J'avais payé mon retour dans l'histoire. Et j'espérais, silencieusement et sottement, que ce serait suffisant. Le moment qui a suivi mes 12 mots n'a pas explosé comme les gens imaginent que la confrontation le fait. Il n'y a pas eu de cri. Pas de chaos. Pas de réaction dramatique qui aurait permis de décider facilement qui avait raison et qui avait tort. Au lieu de cela, la pièce s'est remplie d'un silence si épais qu'il semblait délibéré, comme si tout le monde avait tacitement accepté d'arrêter de bouger en même temps. Je suis resté où j'étais, debout près du centre du salon, mon téléphone toujours posé dans ma main. Je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas déverrouillé. Je l'ai simplement tenu là, un rappel silencieux de quelque chose que personne ne voulait reconnaître à voix haute. J'ai observé les gens autour de moi comme on observe une tempête qui avance lentement, non pas pour les éclairs, mais pour les signes de pression qui s'accumulent sous la surface. Maman a été la première que j'ai regardée. Elle avait levé la tête quand j'avais parlé, les yeux écarquillés juste une seconde, puis elle avait de nouveau baissé le regard. Ses doigts se sont resserrés autour de la serviette en tissu jusqu'à ce que le tissu se torde et se replie sur lui-même. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle n'a rien dit du tout. Son silence était prudent, presque étudié, comme si elle avait appris au fil des ans que ne rien dire était plus sûr que de dire la mauvaise chose. Papa se tenait rigide près du bout de la table. Sa mâchoire était serrée, les muscles de son visage se contractant alors qu'il me fixait. Je pouvais dire qu'il retenait quelque chose, mesurant ses mots, décidant s'il devait affirmer son contrôle ou attendre que le moment passe. Il n'avait pas l'air surpris. Au contraire, il avait l'air contrarié, comme si j'avais perturbé un plan qu'il supposait se dérouler sans contestation. Lila est restée près de l'embrasure de la porte, les bras ballants et raides. Elle fixait le sol comme si le parquet détenait des réponses qu'elle ne pouvait pas affronter dans ma direction. Je savais qu'elle comprenait exactement ce que j'avais dit. Elle m'avait vu signer les chèques. Elle m'avait remercié pour la robe. Elle m'avait serré dans ses bras après les réunions avec l'organisatrice. Rien de tout cela n'était une nouvelle information pour elle. Et pourtant, elle n'a rien dit. J'ai laissé mes yeux se déplacer lentement dans la pièce. Ma tante Jeanne était assise sur le bord du canapé, sa posture tendue, les mains jointes fermement sur ses genoux. Elle m'a regardé, puis maman, puis de nouveau moi. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si elle allait parler, comme si elle pouvait dire quelque chose de simple et d'honnête qui aurait pu faire basculer l'équilibre de la pièce. Puis maman a secoué la tête à peine, le plus petit mouvement, presque invisible à moins de regarder attentivement. Jeanne a refermé la bouche et a baissé les yeux sur ses mains. C'est ce moment qui m'a fait le plus mal. Ce n'était pas papa déclarant que je n'avais pas ma place. J'avais vécu avec sa désapprobation assez longtemps pour la reconnaître pour ce qu'elle était. Ce n'était même pas Lila restant silencieuse, bien que cela m'ait blessé plus profondément que je ne l'attendais. C'était la décision collective, prise sans discussion, que laisser faire cela était plus facile que de l'arrêter. Personne n'a contesté l'idée que je n'étais pas assez importante.
Personne n'a demandé pourquoi mes choix passés étaient encore utilisés contre moi. Personne n'a demandé pourquoi payer pour un mariage ne donnait apparemment pas droit à une place. La pièce a accepté l'histoire que papa avait racontée parce qu'elle n'exigeait rien d'eux. J'ai alors réalisé à quel point le silence est souvent confondu avec la neutralité. À quel point les gens se convainquent qu'ils ne choisissent pas leur camp alors qu'ils le font absolument. Quelqu'un au fond de la pièce s'est raclé la gorge. Une autre personne a bougé, les pieds d'une chaise raclant doucement le sol. De petits mouvements, des échappatoires silencieuses. Les gens regardaient la nourriture, les murs, n'importe quoi sauf moi. Le malaise était partagé, mais la responsabilité ne l'était pas. J'ai senti quelque chose changer en moi, lentement et régulièrement. La piqûre vive de l'humiliation a commencé à s'émousser, remplacée par une étrange clarté. Ce n'était pas un malentendu qui devait être corrigé. Ce n'était pas un moment qui serait aplani avec la bonne explication. C'était le résultat naturel d'années passées à être arrangeantes. Papa a finalement reparlé, bien que sa voix soit plus basse maintenant, contrôlée. Il a dit que nous en parlerions plus tard. Il a dit que ce n'était pas le moment. Il a dit que nous n'avions pas besoin de faire une scène. Les mots étaient destinés à me remettre à ma place, à suggérer que ma réponse était le problème, et non la déclaration qu'il avait provoquée. J'ai hoché la tête une fois, non pas en accord, mais en reconnaissance. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas expliqué. Il n'y avait plus rien à expliquer. Maman a de nouveau fait un pas vers moi, son expression crispée d'inquiétude. Elle a tendu la main comme pour toucher mon bras, puis a hésité, sa main retombant à son côté. Elle avait l'air fatiguée. Pas triste pour moi, mais fatiguée du conflit, fatiguée de la perturbation. J'ai reconnu ce regard. Je l'avais porté moi-même pendant des années. Lila a enfin levé la tête, ses yeux croisant les miens pour le plus bref instant. Il y avait quelque chose dans son expression alors, quelque chose comme de la culpabilité, ou de la peur, ou peut-être les deux. Elle a dégluti, comme si elle allait dire quelque chose, puis a de nouveau détourné le regard. Le moment est passé. J'ai pris une lente inspiration. Je me sentais ancré d'une manière que je n'avais pas prévue. La pièce s'était révélée entièrement maintenant. Il n'y avait plus de questions à poser, plus d'hypothèses à faire. Ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point je me sentais calme. Pendant des années, je m'étais dit que si jamais j'arrêtais d'essayer de maintenir la paix, tout s'effondrerait. Que les relations se briseraient. Que je serais seul. Debout là, entouré de gens qui avaient déjà choisi leur confort plutôt que ma dignité, j'ai réalisé à quel point j'avais peu à perdre. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je ne me suis pas précipité vers la porte ni retiré dans la cuisine. Je suis resté où j'étais, laissant le silence s'étirer un peu plus longtemps. Je voulais que tout le monde dans cette pièce le ressente. S'y confronte. Comprenne que faire comme si de rien n'était plus une option. Finalement, la conversation a repris, hésitante et inégale. Quelqu'un a demandé si le dîner était prêt. Quelqu'un d'autre a commenté le temps. Les bruits normaux d'une réunion de famille ont tenté de se réaffirmer, mais ils sonnaient creux maintenant, déconnectés de la vérité qui venait d'être mise à nu. Je me suis reculé vers le mur, me donnant de l'espace. Je me suis appuyé contre lui et j'ai regardé, ne participant plus, ne jouant plus de rôle. J'ai remarqué des détails que j'avais négligés auparavant. La façon dont les épaules de papa restaient tendues. La façon dont maman continuait de me jeter des coups d'œil, puis de détourner le regard. La façon dont Lila restait près de son fiancé, comme si la proximité seule pouvait la protéger des conséquences. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais éveillé. Cette nuit-là a marqué la première fois où j'ai vraiment compris que mon acceptation avait toujours été conditionnelle. Que mon rôle avait été soigneusement façonné pour servir le confort de tous les autres. Et que dès l'instant où j'en suis sorti, l'illusion d'appartenance a disparu. Alors que la soirée s'éternisait, cette prise de conscience s'est installée plus profondément en moi. C'était froid, oui, mais c'était aussi stable. Clair. Je pouvais sentir une autre sorte de résolution prendre forme, une qui ne dépendait pas de l'approbation ou de la permission. Au moment où j'ai attrapé mon manteau, je ne pleurais plus ce que j'avais perdu. Je commençais à comprendre ce que j'avais gagné. Une certitude calme et tranquille a remplacé la douleur dans ma poitrine. Et avec elle est venue la connaissance que quoi qu'il arrive ensuite, je ne me rapetisserai plus pour m'adapter à une pièce qui avait déjà décidé que je n'y avais pas ma place. Cette clarté a eu un effet inattendu.
Elle m'a stabilisé. Le bruit de la pièce s'est estompé en arrière-plan, comme un parasite que l'on cesse de remarquer une fois que l'on accepte qu'il est toujours là. Je pouvais encore voir tout le monde bouger, parler à nouveau à voix basse, prétendant que le moment était passé. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait déjà basculé. J'ai fait un pas en m'éloignant du mur et j'ai baissé les yeux vers le téléphone qui reposait toujours dans ma main. Pendant une seconde, j'ai envisagé de le remettre dans ma poche. Non pas parce que je doutais de moi, mais parce que je savais exactement ce qui allait se passer, et je voulais être certaine de le choisir consciemment. Pas par colère. Pas par embarras. Mais par respect de moi-même. Papa disait quelque chose à maman à voix basse. Je pouvais voir sa mâchoire se contracter, comme toujours quand il se sentait défié. Maman hochait la tête, les épaules légèrement voûtées, se préparant déjà à la gestion de crise. Lila se tenait figée près de son fiancé, ses yeux allant de moi à l'embrasure de la porte, comme si elle espérait que quelqu'un d'autre interviendrait pour arranger ça. Personne ne l'a fait. Alors j'ai déverrouillé mon téléphone. L'écran a illuminé mon visage un instant, projetant une lueur pâle qui semblait presque intime au milieu de cette pièce bondée. Mes mains étaient stables alors que je faisais défiler mes contacts. Je n'ai pas annoncé ce que je faisais. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis simplement tourné légèrement pour que tout le monde puisse voir mon écran et j'ai appuyé sur le nom de Rachel Bonnet. Rachel était la responsable du domaine de la rive. Nous avions parlé plusieurs fois au cours des derniers mois. Elle connaissait ma voix. Elle connaissait mon nom. Elle connaissait le contrat. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et ensuite, délibérément, j'ai activé le haut-parleur. La sonnerie a clairement percé le brouhaha à moitié repris. Les conversations se sont de nouveau arrêtées. Les têtes se sont tournées. Même papa s'est arrêté au milieu d'une phrase. Rachel a répondu à la troisième sonnerie, sa voix vive et professionnelle. « Bonjour Athénaï », a-t-elle dit. J'ai pris une profonde inspiration, non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que je voulais que ma voix sorte égale. « Bonjour Rachel. J'appelle pour confirmer le solde restant et le calendrier de paiement pour le mariage au domaine de la rive. » Il y eut une brève pause sur la ligne, le bruit d'une frappe au clavier. « Bien sûr, dit-elle. Le paiement final est prévu pour la semaine prochaine. »« Tout va bien ? » ?»« Oui, ai-je dit. Et je dois vous informer que je n'autoriserai aucun paiement supplémentaire pour le moment. » La pièce est redevenue immobile, mais cette fois le silence semblait différent. Il était alerte maintenant. Chargé. Rachel a hésité, juste une fraction de seconde. « D'accord, dit-elle prudemment. Puis-je en connaître la raison ? » « Vous pouvez noter que la cliente demande à suspendre le contrat, ai-je dit. Conformément à l'accord, la titulaire du compte a le droit de le faire. Une autre pause. Plus de frappes au clavier. Oui, Athénaï, dit-elle. C'est exact. Je marquerai le contrat comme étant en attente jusqu'à nouvel ordre. Merci, ai-je dit. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai mis fin à l'appel et laissé mon bras retomber le long de mon corps. Personne n'a parlé. Maman me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu. Papa a fait un pas brusque en avant, le visage rouge. Athénaï, dit-il, sa voix basse et urgente. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne lui ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai de nouveau fait défiler et j'ai appuyé sur Nora Fournier. Nora a répondu rapidement, son ton vif mais amical. Athénaï, bonjour. J'étais sur le point de vous envoyer un email concernant le plan de table. Bonjour Nora, ai-je dit. Je dois mettre tous les services en attente avec effet immédiat. Le son qui est sorti de papa alors était à mi-chemin entre un ricanement et un hoquet. Maman a saisi son bras, les yeux écarquillés. Le visage de Lila était devenu blême. Nora n'a pas réagi émotionnellement. Elle ne le faisait jamais. Elle a posé la question qu'elle était formée à poser. Puis-je demander ce qui a motivé ce changement ? J'ai gardé ma voix calme. Les contrats sont à mon nom, ai-je dit. J'exerce mon droit de suspendre toute la planification et tous les paiements jusqu'à nouvel ordre. On entendit un bruit de papier qui bougeait du côté de Nora. Elle prit une inspiration. Athénaï, dit-elle lentement, légalement, c'est votre décision. Ces mots ont atterri comme un verre brisé. Je les ai sentis se propager dans la pièce, changeant la température instantanément. Papa s'est figé. Maman a laissé échapper un petit son brisé.
Lila a couvert sa bouche avec sa main. Nora a continué, toujours professionnelle. J'informerai les fournisseurs et suspendrai tous les services liés à votre compte. Si vous décidez de poursuivre plus tard, nous pourrons discuter des prochaines étapes. Merci, ai-je dit. J'apprécie. J'ai mis fin à l'appel. Pendant un instant, personne n'a réagi du tout. C'était comme si la pièce avait oublié comment répondre. Puis tout s'est passé en même temps. Papa a élevé la voix, exigeant de savoir ce que je pensais faire, m'accusant d'embarrasser la famille, de saboter l'avenir de Lila. Maman a commencé à pleurer, me disant d'arrêter, de réfléchir, de me calmer. Quelqu'un sur le canapé a murmuré quelque chose dans sa barbe. Lila a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée, les mains tremblantes. Je suis resté là et j'ai écouté sans interrompre. Ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, ce n'était pas la colère ou la panique, mais le changement soudain dans la façon dont j'étais perçu. Quelques minutes plus tôt, j'étais quelqu'un qu'ils se sentaient à l'aise d'exclure. Maintenant, j'étais quelqu'un qu'ils avaient peur de contrarier. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais insulté personne. Je n'avais pas dit une seule chose cruelle. J'avais simplement agi dans mon droit. Papa a pointé un doigt vers moi, le visage crispé de fureur. « Tu fais une énorme erreur », a-t-il dit. Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les problèmes. Je l'ai regardé calmement. C'est comme ça que les contrats fonctionnent, ai-je dit. La pièce bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les gens ont commencé à parler les uns par-dessus les autres. Les questions fusaient. Et les acomptes? Et la date? Et les invités? Personne n'a demandé comment je me sentais. Personne n'a demandé pourquoi on en était arrivé là. Ils étaient trop occupés à se démener pour protéger ce qu'ils étaient sur le point de perdre. Maman a attrapé mon bras, sa poigne ferme. « S'il te plaît, dit-elle, la voix brisée. Pas comme ça. » J'ai doucement libéré mon bras. Je ne crie pas, ai-je dit doucement. Je n'insulte personne. Je choisis simplement de ne pas financer un événement auquel je ne suis pas la bienvenue. Cette phrase est restée en suspens dans l'air, indéniable. Lila a finalement trouvé sa voix. Athénaï, dit-elle, les yeux écarquillés de peur. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Je l'ai déjà fait. La vérité s'est installée lentement pour tous les autres. Ce n'était pas un bluff. Ce n'était pas une explosion émotionnelle qui pouvait être apaisée et redirigée. C'était une limite, clairement tracée. L'atmosphère dans la pièce est passée d'un silence stupéfait à une anxiété brute. Les gens chuchotaient. Les téléphones sont sortis. Quelqu'un a mentionné appeler le lieu directement. Quelqu'un d'autre a demandé si cela pouvait être réglé discrètement. Je n'ai rien dit de plus. Je n'en avais pas besoin. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai fait un pas vers la porte, me sentant plus légère à chaque mouvement. Derrière moi, la pièce bourdonnait de peur et de confusion, le genre qui vient quand les gens réalisent que le sol sous leurs pieds n'est pas aussi solide qu'ils le croyaient. En attrapant mon manteau, je savais que cette journée serait rappelée différemment par tous ceux qui étaient là. Pour eux, c'était le moment où tout a commencé à s'effondrer. Pour moi, c'était le moment où j'ai arrêté de tout maintenir en place pour tout le monde. J'ai ouvert la porte et laissé l'air frais de la nuit m'envahir, m'arrêtant juste assez longtemps pour l'inspirer, stable et réel. Derrière moi, les voix se sont de nouveau élevées, plus aiguës maintenant, teintées d'urgence. Je suis sorti et j'ai fermé doucement la porte, laissant le bruit derrière moi, sachant que ce que j'avais fait ne pouvait être défait, et que les conséquences ne faisaient que commencer à faire surface. L'air froid m'a frappé le visage comme une remise à zéro. Je suis resté un moment sur le porche, la main encore posée sur la poignée de la porte, écoutant le chaos étouffé à l'intérieur. Les voix se superposaient maintenant, plus tranchantes et plus fortes qu'auparavant. Le silence calme que j'avais créé avait disparu, remplacé par une panique qui se déversait à travers les murs en vagues inégales. Je pouvais entendre papa clairement même à travers la porte. Sa voix portait quand il était en colère. Elle l'avait toujours fait. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas précipité vers ma voiture. Je suis resté là et je me suis permis de respirer, régulièrement et lentement, m'ancrant dans la réalité de ce que j'avais choisi. Pour la première fois cette nuit-là, je me suis senti pleinement présente dans mon corps, consciente de mes pieds contre le bois, du froid sur ma peau, de la force tranquille qui s'installait dans ma poitrine. La porte s'est ouverte derrière moi.
Papa est sorti sur le porche, le visage rouge, les yeux durs. Il n'a pas pris la peine de baisser la voix. Il m'a dit que je détruisais l'avenir de Lila. Il a dit que j'étais égoïste. Il a dit que je punissais tout le monde parce que je ne pouvais pas surmonter mon passé. Chaque mot atterrissait lourdement, destiné à me meurtrir, destiné à me repousser dans le rôle que j'avais toujours joué. J'ai écouté sans interrompre. J'avais passé ma vie à écouter. Maman l'a suivi, les larmes coulant sur son visage, ses mains tremblantes. Elle a tendu la main vers moi, puis l'a retirée comme si elle avait peur de franchir une autre ligne invisible. Elle m'a supplié d'arrêter. Elle m'a demandé de penser aux invités, à l'embarras, à ce que les gens allaient dire. Elle n'arrêtait pas de répéter que ce n'était pas le moment, pas l'endroit, pas devant tout le monde. À l'intérieur de la maison, les voix de la belle famille de Lila se sont faites plus fortes. J'entendais le beau-père demander à quelqu'un si le lieu était vraiment annulé. Une autre voix s'interrogeait sur la date, le planning, les acomptes. Les questions fusaient maintenant, pratiques et urgentes, dépouillées de toute préoccupation pour les sentiments ou l'équité. Il ne s'agissait plus de famille. Il s'agissait de gestion de crise. Je suis resté là, les mains le long du corps, ma posture détendue d'une manière qui me surprenait même. Je ne me suis pas expliqué. Je n'ai pas justifié mes actions. J'avais appris il y a longtemps que les explications ne faisaient que donner aux gens plus d'angles pour argumenter. La vérité n'avait pas besoin d'être défendue. Papa a fait un pas de plus vers moi, le doigt pointé maintenant, la mâchoire serrée. Il m'a dit que je faisais une scène. Il m'a dit que ce n'était pas ainsi que les familles géraient les conflits. Il m'a dit que j'agissais par dépit. J'ai croisé son regard. J'ai dit doucement que j'agissais par respect de moi-même. Cela n'a fait que le mettre plus en colère. Les sanglots de maman se sont intensifiés. Elle m'a demandé comment je pouvais faire ça à ma propre sœur. Elle m'a demandé si je comprenais ce que cela signifierait pour Lila. Elle m'a demandé si je pouvais vivre avec moi-même en sachant que j'avais gâché quelque chose de si important. J'ai senti le pincement familier dans ma poitrine, l'instinct de la réconforter, d'arranger les choses, de prendre le blâme pour que le bruit cesse. Pendant un bref instant, j'ai failli tendre la main vers elle. Failli m'excuser. Failli me replier dans la forme qu'ils attendaient. Mais ensuite je me suis souvenu de la pièce pleine de gens qui avaient regardé papa me dire que je n'avais pas d'importance. Je me suis souvenu que personne n'avait pris ma défense. Je me suis souvenu de la facilité avec laquelle il m'avait effacé. Alors je suis resté immobile. À l'intérieur de la maison, la tension est montée. Les gens se déplaçaient rapidement maintenant, les téléphones collés à l'oreille, les chuchotements se transformant en échanges vifs. J'ai entendu quelqu'un dire, il faut arranger ça. Quelqu'un d'autre a dit d'appeler à nouveau le lieu. Quelqu'un d'autre a dit, Athénaï ne peut pas faire ça. Cette dernière phrase a étrangement résonné dans mon esprit. Ne peut pas. Comme si mon rôle était encore en cours de négociation. Lila est apparue à l'embrasure de la porte, le visage pâle, les yeux écarquillés et affolés. Elle semblait plus petite, plus jeune, dépouillée de la confiance qu'elle avait affichée plus tôt dans la soirée. Elle est sortie sur le porche, son fiancé juste derrière elle, son expression crispée d'inquiétude. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois, non pas comme sa sœur, mais comme un obstacle. Athénaï, dit-elle, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais lui donner la chance de dire autre chose. De me demander comment j'allais. De dire à papa d'arrêter. De reconnaître ce qui venait de se passer à l'intérieur de cette maison. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est rapprochée, les mains tremblantes. Elle m'a demandé ce que je comptais faire ensuite. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Ce n'est pas la colère qui m'a envahi. C'est la compréhension. Claire, nette et sans équivoque. Dans cette seule question, j'ai vu exactement où je me situais. Lila n'avait pas peur de me perdre. Elle avait peur de perdre son mariage. Peur du désagrément. Peur de la perturbation. Peur que l'histoire change d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. Je l'ai regardée et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, quelque chose de final. Je lui ai dit que j'avais déjà fait ce que j'avais à faire. Elle m'a regardé, l'incrédulité vacillant sur son visage. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça, dit-elle. Tu dois arranger ça. J'ai secoué lentement la tête. Je n'arrange rien ce soir.
Son fiancé a bougé mal à l'aise derrière elle. Il a demandé, prudemment, s'il y avait une chance que cela puisse être résolu discrètement. Si nous pouvions parler en privé. Si peut-être tout cela n'avait été qu'un malentendu. Je ne lui ai pas répondu. Ce n'était pas sa conversation à mener. Papa est de nouveau intervenu, se positionnant légèrement devant Lila, comme pour la protéger. Il m'a dit que j'étais mélodramatique. Il m'a dit que je blessais les gens exprès. Il m'a dit que quoi que je pense prouver, ça ne valait pas les dégâts. Je me suis senti fatigué alors. Pas faible. Juste fatigué de porter la peur de tout le monde sur mon dos. J'ai dit que je partais. Maman a pleuré plus fort. Elle m'a demandé où je pensais aller. Elle a dit que nous étions une famille. Elle a dit que nous devions en parler. Je lui ai dit que nous avions assez parlé. J'ai descendu lentement les marches du porche, sentant chaque mouvement, chaque souffle. Derrière moi, les voix se sont de nouveau élevées, se chevauchant et urgentes. Papa a appelé mon nom. Maman a appelé mon nom. Lila a appelé mon nom. Aucun d'eux ne l'a appelé avec inquiétude. J'ai atteint ma voiture et je l'ai déverrouillée, le son familier manquant. Je me suis glissé sur le siège du conducteur et j'ai fermé la porte, coupant complètement le bruit. Pendant un moment, je suis resté assise là, les mains sur le volant, regardant droit devant moi. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. SMS. Appel manqué. Notifications s'empilant plus vite que je ne pouvais les lire. J'ai retourné le téléphone face contre le siège passager et j'ai démarré le moteur. En m'éloignant du trottoir, j'ai aperçu la maison dans mon rétroviseur latéral. Lumières éclatantes. Ombre se déplaçant frénétiquement derrière les rideaux. Une famille se démenant pour reprendre le contrôle d'une histoire qui leur avait échappé. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais clair. En conduisant dans les rues calmes, j'ai repassé la question de Lila dans mon esprit. Qu'est-ce que tu fais ensuite? J'ai alors été frappé par sa nature révélatrice. Pas ce que tu ressens. Pas ça va. Juste ce qui vient ensuite dans le plan. C'est à ce moment-là que j'ai accepté quelque chose que j'avais évité pendant des années. Ma sœur avait peur de perdre son mariage. Elle n'avait pas peur de me perdre. Et une fois que j'ai compris cela, il était impossible de l'ignorer. Cette prise de conscience m'est restée longtemps après que les lampadaires se soient brouillés devant mon pare-brise. J'ai conduit sans destination en tête, laissant la mémoire musculaire me guider sur des routes familières, mes pensées plus calmes maintenant, plus lourdes mais plus honnêtes. La colère que j'attendais n'est jamais arrivée. Au lieu de cela, il y avait une profonde tristesse, pas aiguë, pas dramatique, juste stable et indéniable. À un feu rouge, j'ai brièvement posé mon front contre le volant et j'ai fermé les yeux. J'ai imaginé Lila petite fille, me suivant au parc, me demandant de la pousser plus haut sur la balançoire. Je me suis souvenu avec quelle férocité je l'avais protégée à l'époque, à quel point cela semblait naturel. Quelque part en chemin, cette loyauté était devenue à sens unique, et j'avais été trop occupé à être compréhensive pour le remarquer. Mon téléphone a de nouveau vibré, doucement contre le siège. Je n'ai pas regardé. Je savais déjà ce que ce serait. La panique déguisée en inquiétude. Les exigences déguisées en devoir familial. Rien de tout cela ne changerait ce qui avait été dit ou ce qui n'avait pas été dit quand c'était le plus important. Quand je me suis finalement garé sur un parking vide près de la rivière, j'ai coupé le moteur et je suis resté dans le noir. Le calme m'a enveloppé, non pas menaçant, mais solide. Pour la première fois cette nuit-là, j'ai laissé tout le poids de la situation m'envahir. La perte d'une illusion. La fin de l'espoir que le silence puisse un jour signifier l'amour. J'ai alors réalisé que ce qui viendrait ensuite serait difficile, mais que ce serait honnête. Et l'honnêteté, même quand elle fait mal, est plus légère à porter que le mensonge. J'ai pris une longue inspiration, j'ai relevé la tête et je suis resté assise là jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. La panique s'était consumée derrière moi. Ce qui restait, c'était la résolution, calme et inébranlable, attendant la prochaine étape. Cette prochaine étape est arrivée tranquillement, non pas avec une autre confrontation, mais avec la vibration constante de mon téléphone sur le comptoir de la cuisine le lendemain matin. J'avais à peine dormi. Je me déplaçais dans mon appartement en pilote automatique, faisant du café, ouvrant les stores, laissant entrer une matinée lyonnaise grise qui correspondait à mon épuisement. Quand j'ai vu le nom de papa s'allumer sur l'écran, quelque chose en moi n'a pas tressailli comme avant.
Je n'ai pas répondu. Le message vocal est arrivé en premier. Puis un autre appel. Puis un SMS. Le ton de ces messages changeait à chaque tentative. Au début, il semblait ferme, presque raisonnable, me disant que nous devions parler comme des adultes. Puis ses mots se sont durcis. Il a dit que j'avais franchi une ligne. Il a dit que j'embarrassais la famille. Il a dit que je mettais Lila dans une position impossible. En fin de matinée, le langage a de nouveau changé. Il a dit que j'allais le regretter. Il a dit que des avocats étaient déjà envisagés. Il a dit que je n'avais aucun fondement juridique pour faire ce que j'avais fait. J'ai lu chaque message lentement, mon café intact à côté de moi. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'est pas la menace elle-même, mais à quel point elle me semblait familière. C'est ainsi que le contrôle s'était toujours manifesté dans ma vie. Calme quand je me conformais. Dur quand je ne le faisais pas. Maman a appelé ensuite. Sa voix était faible, épuisée, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle m'a demandé pourquoi je faisais ça. Elle m'a dit que papa était furieux. Elle m'a dit que je ne comprenais pas à quel point cela pouvait devenir sérieux. Elle a dit que les procès détruisaient les familles, comme si la famille n'avait pas déjà décidé de mon rang. J'ai écouté. Je n'ai pas interrompu. Quand elle a finalement fait une pause, attendant que je m'adoucisse, je lui ai dit que je comprenais exactement à quel point c'était sérieux. Puis je lui ai dit que j'avais déjà pris rendez-vous avec un avocat. Il y eut un silence au bout du fil. Pas de soulagement. Pas d'inquiétude. Juste du choc. Maman n'avait jamais imaginé que je prendrais cette mesure. Ni papa. Le cabinet de Maître Gauthier était en centre-ville, dans un immeuble qui sentait légèrement le papier et le bois ciré. Le genre d'endroit qui rend les choses officielles dès que l'on y entre. Assise dans la salle d'attente, j'ai ressenti une lueur de doute pour la première fois. Et si papa avait raison? Et si j'avais manqué quelque chose? Et si toutes ces années à m'entendre dire que j'étais mélodramatique m'avaient finalement rendue imprudente? Maître Gauthier m'a accueilli avec une poignée de main ferme et m'a conduite dans son bureau. Il m'a demandé de commencer par le début. Pas la nuit de la confrontation, mais des années auparavant. Les fiançailles que j'avais rompues. La façon dont ma famille avait réagi. La planification du mariage. Les contrats. Les appels téléphoniques. J'ai parlé pendant longtemps. Il a écouté sans me presser. Il a posé des questions qui m'ont fait voir les choses différemment. Qui a signé les accords? Qui a effectué les paiements? Qui était listé comme client? Chaque réponse manquerait un peu plus. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière et a pris une inspiration. Athénaï, dit-il, vous êtes légalement protégé ici. Les contrats sont clairs. Vous êtes l'unique titulaire du compte. Vous avez exercé un droit explicitement écrit dans l'accord. Je lui ai demandé de le répéter, plus lentement. Il l'a fait. Personne ne peut vous obliger à financer un événement privé. Le lien de parenté ne crée pas d'obligation financière. Le fait d'être exclu renforce votre position, il ne l'affaiblit pas. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Une pression que j'avais portée sans la nommer. Il m'a dit de tout garder par écrit. D'arrêter de m'engager émotionnellement. De le laisser gérer toute menace future si elle s'intensifiait. Il m'a dit que parfois, la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. En sortant de son bureau, j'ai réalisé à quel point il était rare que quelqu'un regarde ma situation sans parti pris. Sans histoire familiale. Sans attente. Juste les faits. Cet après-midi-là, les confirmations ont commencé à arriver. Nora Fournier a envoyé un email en premier. Professionnel. Poli. Clair. Tous les services de planification à mon nom avaient été formellement suspendus. Aucune coordination supplémentaire n'aurait lieu sans mon autorisation. Rachel Bonnet a suivi. Le domaine de la Rive a accusé réception de la suspension. Aucun solde restant ne serait traité. Le lieu était marqué comme en attente jusqu'à nouvel ordre. J'ai lu chaque email 2 fois, puis une fois de plus, laissant les mots s'imprégner. Il y avait quelque chose de profondément validant à le voir par écrit. Pas des opinions. Pas des sentiments. Une confirmation. J'ai tout transféré à papa. Sa réponse est venue rapidement, en colère et dédaigneuse. Il m'a accusé de me cacher derrière des papiers. Il a dit que les ruses juridiques ne changeaient pas le fait que je faisais du mal à ma propre famille.
Il a dit que ce n'était pas fini. Mais les menaces avaient perdu leur poids. 2 jours plus tard, papa s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Il se tenait devant ma porte comme s'il y avait encore de l'autorité. Quand j'ai ouvert, son expression était rigide, contrôlée, mais ses yeux trahissaient l'incertitude. Il m'a dit qu'il avait parlé à quelqu'un. Il a dit que j'étais sur la corde raide. Il a dit que les juges n'appréciaient pas les gens qui sabotaient les événements familiaux. J'ai écouté. Puis je lui ai dit que j'avais parlé à mon avocat. C'est à ce moment-là que sa confiance s'est fissurée. Il a demandé qui était l'avocat. Il a demandé ce qui avait été dit exactement. Il a demandé si j'étais sûr. Les questions sont venues rapidement, urgentes, dépouillées de certitude. Je lui ai dit la vérité. Que légalement, il ne pouvait rien faire. Que j'avais agi dans mes droits. Que s'il continuait à me menacer, mon avocat répondrait formellement. Pour la première fois de ma vie, papa n'a pas répliqué. Il est resté là, silencieux, cherchant sur mon visage la version de moi qui finirait par céder. Elle n'est pas apparue. Il est parti sans un autre mot. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon canapé, mon téléphone face contre terre à côté de moi, l'appartement silencieux autour de moi. J'ai relu les emails, non pas parce que j'avais besoin d'être rassuré, mais parce que je voulais me souvenir de ce sentiment. Pour la première fois, la vérité ne dépendait pas de qui parlait le plus fort. Pour la première fois, l'autorité n'appartenait pas à la personne qui intimidait le mieux. Pour la première fois, je n'avais pas tort simplement parce que quelqu'un de plus âgé disait que je l'étais. La loi se fichait de la déception de papa. Les contrats ne reconnaissaient pas la culpabilité. Les faits tenaient là où ma famille n'avait pas tenu. Je me suis penché en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé cette prise de conscience s'installer en moi. Quelles que soient les retombées émotionnelles à venir, cette partie était terminée. Pour la première fois de ma vie, la vérité me soutenait. Cette certitude tranquille m'a suivi les jours suivants, même si tout le reste devenait plus bruyant. La conversation de groupe de la famille a explosé moins d'1 heure après que papa ait quitté mon appartement. Mon téléphone s'est allumé encore et encore sur la table basse, l'écran clignotant avec des noms et des notifications que je n'ai pas ouverts tout de suite. Je connaissais déjà le ton avant de lire un seul mot. J'avais grandi en le parlant couramment. Quand j'ai finalement pris le téléphone ce soir-là, j'ai fait défiler lentement, laissant les messages se révéler dans l'ordre. Les premiers venaient de parents qui étaient dans la pièce cette nuit-là. Des phrases courtes et sèches. Confuses mais accusatrices. Des gens demandant ce que je pensais faire. Des gens disant que ça était allé trop loin. Quelqu'un a écrit que les problèmes de famille devraient rester privés. Quelqu'un d'autre a dit que j'avais humilié papa devant tout le monde. Puis les messages sont passés de la confusion au jugement. Une tante a dit que j'étais égoïste. Un cousin a dit que je prenais le mariage en otage. Quelqu'un a écrit que je punissais Lila pour des erreurs qui appartenaient déjà au passé. Les mots s'empilaient les uns sur les autres, formant une histoire familière. Pas ce qui s'est passé. Pas ce qui m'a été dit. Juste à quel point ma réaction avait été dérangeante. J'ai alors remarqué quelque chose qui m'a serré la poitrine. Pas un seul message ne demandait comment j'allais. Pas une seule personne n'a dit qu'elle était désolée pour ce que papa avait dit. Personne n'a remis en question si m'exclure avait été mal. L'objectif était unanime et immédiat. Arrange ça. Fais cesser ça. Remets les choses comme elles étaient pour que tout le monde puisse à nouveau respirer. J'ai continué à faire défiler. Lila a finalement parlé dans la conversation des heures plus tard. Son message était long et émotionnel, plein de points d'exclamation et de frustration. Elle a écrit qu'elle était dévastée. Qu'elle se sentait trahie. Qu'elle ne m'avait jamais demandé de faire ça. Que j'avais gâché ce qui était censé être le moment le plus heureux de sa vie. Lire ces mots m'a fait mal d'une manière sourde et silencieuse. Pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle n'a jamais reconnu pourquoi cela s'était produit. Il n'y avait aucune mention de l'annonce de papa. Aucune reconnaissance de l'humiliation. Juste une perte, entièrement présentée comme la sienne. Papa a envoyé un message peu de temps après. Il était bref. Il a dit qu'il était déçu de moi. Il a dit qu'il attendait mieux. Il a dit que si je me souciais vraiment de la famille, j'annulerais ma décision et cesserais de créer la division. J'ai fixé son message pendant longtemps. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, les messages privés ont commencé. Ils sont arrivés discrètement, un par un,
séparément de la conversation de groupe. Une cousine plus âgée que j'avais toujours aimée m'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais blessé. Elle a dit qu'elle avait voulu dire quelque chose cette nuit-là mais qu'elle avait été paralysée. Un autre parent a écrit que papa était allé trop loin, mais que le confronter aurait provoqué le chaos. Quelqu'un d'autre a admis qu'ils avaient toujours pensé que j'étais traité injustement, mais qu'il était plus facile de ne pas s'en mêler. Chaque message suivait le même schéma. La sympathie associée à la distance. La compréhension associée à l'inaction. Je les ai tous lus attentivement. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ils semblaient soulagés de parler en privé. Comme si reconnaître la vérité à voix haute, même dans un SMS, était un risque qu'ils devaient gérer avec soin. Leur honnêteté avait des limites. Leur soutien était conditionnel. Le troisième jour, la conversation de groupe était devenue méchante. Des mots comme mélodramatique et vindicatif sont apparus. Quelqu'un a suggéré que j'aimais jouer la victime. Quelqu'un d'autre a insinué que j'utilisais l'argent pour contrôler les gens. J'ai posé le téléphone et je m'en suis éloigné. Quand je suis revenu plus tard cette nuit-là, il y avait un nouveau message de maman, envoyé directement à moi. Il était court. Elle a écrit que je n'avais pas besoin de gagner comme ça. J'étais censé perdre avec grâce pour le bien de la paix. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le téléphone entre les mains, et je me suis laissé tout ressentir. Ce message a clarifié quelque chose que je n'avais jamais pu mettre en mots auparavant. Ma famille ne cherchait pas l'équité. Ils n'étaient pas intéressés par la vérité, la responsabilité ou la réparation. Ils voulaient le calme. Ils voulaient l'apparence de l'harmonie, même si cela exigeait que quelqu'un d'autre encaisse les dégâts. Ils voulaient que je me fasse à nouveau petite pour que tout puisse revenir à la normale. J'ai alors réalisé à quel point j'avais fait exactement cela. Combien de fois j'avais absorbé la gêne pour que personne d'autre ne se sente mal à l'aise. Combien de fois on m'avait félicité pour être mature, compréhensive et facile à vivre. Cette fois, je n'ai rien fait. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas corrigé le récit. Je n'ai pas expliqué mes intentions ou mes sentiments. Le silence n'était plus quelque chose qui jouait contre moi. Cette fois, il jouait pour moi. J'ai mis la conversation de groupe en sourdine. Le téléphone semblait plus léger dans ma main une fois que le bruit s'est arrêté. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pensé à la différence entre la paix et le silence. À quel point ces deux choses sont souvent confondues, surtout dans les familles qui craignent plus le conflit que le mal. J'ai alors compris que ce qu'ils voulaient n'était pas une résolution. C'était une restauration du confort. Et pour la première fois, je savais que je n'étais plus prête à payer ce prix. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet, j'ai éteint la lumière et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi, stable et honnête, sachant que ce qui viendrait ensuite devrait exister sans ma conformité. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer des fragments de messages, pas les plus durs, mais les plus doux. Ceux qui disaient « je comprends, mais ». Ceux qui disaient « tu as raison, mais s'il te plaît ne m'implique pas ». Ces mots persistaient plus longtemps que les accusations car ils révélaient quelque chose de plus profond. Ils me montraient combien de personnes avaient vu le déséquilibre depuis le début et avaient choisi le confort plutôt que le courage. Quelque part après minuit, j'ai de nouveau attrapé mon téléphone, non pas pour répondre, mais pour relire. Je voulais être sûr que je n'imaginais pas, que je ne tordais pas leurs mots pour justifier ma distance. Mais le schéma était indubitable. Chaque message revenait à la même attente. Que j'absorbe les dégâts en silence pour que tout le monde puisse passer à autre chose sans être touché. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec d'autres notifications. Je ne me suis pas précipité pour les vérifier. J'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai préparé le petit déjeuner. Des routines simples qui manqueraient dans le présent. Quand j'ai finalement rouvert la conversation de groupe, le ton avait de nouveau changé. Il y avait maintenant des tentatives de compromis. Des suggestions que papa avait peut-être parlé trop durement mais qu'il avait de bonnes intentions. Que je pourrais peut-être assister au mariage après tout si je m'excusais. Que nous pourrions peut-être oublier l'aspect financier et nous concentrer sur la famille. En lisant ces messages, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, mais de la clarté. Ils étaient prêts à réécrire le passé tant que cela signifiait qu'ils n'avaient pas à y faire face. Les mots de papa étaient adoucis. Ma réaction était recadrée comme excessive. Le tort initial était lentement effacé au profit d'une version des événements plus facile à digérer.
J'ai alors réalisé à quel point la vérité devient négociable lorsqu'elle menace la structure sur laquelle les gens comptent. Un autre message privé est arrivé de quelqu'un que j'avais toujours respecté. Elle a écrit qu'elle admirait ma force. Qu'elle aurait aimé faire quelque chose de similaire il y a des années. Puis elle a ajouté qu'elle espérait que je finirais par faire la paix, car garder de la rancune ne fait que nous blesser nous-mêmes. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une inspiration. Ce n'était pas de la rancune que je gardais. C'était un souvenir. Je n'étais pas en colère parce que ça me plaisait. J'étais clair parce que je m'étais enfin autorisé à me souvenir sans rien modifier. À me souvenir de ce que ça faisait d'être blâmé pour avoir été trahi. D'être étiqueté comme un problème pour avoir refusé de tolérer le manque de respect. D'être exclu puis critiqué pour ne pas l'avoir accepté avec grâce. Cet après-midi-là, maman a de nouveau essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. Non pas parce que je la détestais, mais parce que je savais que la conversation ne porterait pas sur moi. Elle porterait sur le fait d'arranger les choses. De me convaincre de plier juste assez pour que la tension s'apaise. J'étais fatigué de plier. Plus tard, j'ai fait une longue promenade dans mon quartier. L'air était vif, le genre qui vous fait vous sentir éveillé jusqu'aux os. En marchant, j'ai pensé à la fréquence à laquelle on apprend aux femmes que le maintien de la paix est une vertu, même lorsque cela se fait au détriment du respect de soi. Comment le silence est loué comme de la maturité. Comment l'endurance est confondue avec l'amour. Je me suis arrêté au bord de la rivière et je suis resté là un moment, regardant l'eau avancer régulièrement, imperturbable par le bruit derrière elle. J'ai été frappé par la naturalité de la chose. Un mouvement sans excuse. Une direction sans explication. Quand je suis rentré chez moi, mon téléphone était silencieux. La conversation de groupe s'était calmée. Les gens avaient dit ce qu'ils avaient à dire. La tempête s'était consumée. Je n'ai pas ressenti le besoin de répondre. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental sur ma famille. Ils ne me demandaient pas de guérir. Ils me demandaient de disparaître juste assez pour restaurer leur confort. Et cette fois, j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir, je me suis versé un verre d'eau et je suis resté là, dans le calme de mon propre espace. Il y avait de la tristesse dans cette prise de conscience, oui, mais aussi du soulagement. Parce qu'une fois que l'on voit clairement le schéma, on cesse de remettre en question sa propre réaction. Je n'essayais pas de gagner. J'essayais d'arrêter de me perdre. Alors que la soirée s'installait, j'ai senti une calme résolution s'emparer de moi. Le bruit reviendrait. La pression reviendrait sous de nouvelles formes. Mais je savais maintenant ce que je n'étais pas prête à sacrifier. Mon silence ne capitulait plus. Le mariage a bien eu lieu. Je l'ai appris comme la plupart des choses semblent se produire maintenant, discrètement, par une notification que je ne me suis pas empressé d'ouvrir. Un message d'une tante dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des semaines. Elle a écrit que la date était restée la même. Le lieu avait changé. Tout avait été réduit. Elle a ajouté un emoji cœur, puis l'a supprimé, puis a envoyé un nouveau message qui disait simplement « J'espère que tu vas bien ». Je l'ai lu une fois et j'ai posé mon téléphone. Dans les jours qui ont précédé, j'avais imaginé le mariage comme un événement imminent, quelque chose de lourd et d'inévitable. J'avais pensé que ce serait comme un compte à rebours, chaque heure apportant une nouvelle vague de regrets ou de chagrin. Au lieu de cela, les jours sont passés avec un calme surprenant. Je suis allé au travail. J'ai répondu à des emails. J'ai préparé le dîner. J'ai dormi toute la nuit. Le matin du mariage, je me suis réveillé tôt sans le vouloir. La lumière à travers la fenêtre était douce et pâle. Pendant un instant, je suis resté immobile, écoutant le calme de mon appartement. Pas de précipitation. Pas de programme. Pas d'obligation d'être ailleurs que là où j'étais. J'ai fait du café et je suis resté près de la fenêtre pendant qu'il infusait, regardant un voisin promener son chien sur le trottoir. C'était un samedi comme les autres. Cette prise de conscience s'est installée doucement, sans drame. Plus tard dans la matinée, mon téléphone a vibré. Un message de groupe de parents qui étaient déjà là. Quelqu'un a dit que la circulation était mauvaise. Quelqu'un d'autre s'est plaint du temps. Quelqu'un a demandé si quelqu'un avait vu le fleuriste. J'ai mis la conversation en sourdine sans l'ouvrir complètement. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas exclu. Je me sentais détaché. Vers midi, une photo est arrivée d'un cousin.
Elle montrait un petit espace de cérémonie. Des chaises disposées de manière serrée. Une arche simple. Rien d'extravagant. J'ai remarqué l'absence des détails que j'avais autrefois soigneusement sélectionnés. Les sièges améliorés. L'éclairage personnalisé. Les éléments qui avaient nécessité des semaines de planification et de coordination. J'ai étudié la photo quelques secondes, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Je m'attendais à ressentir quelque chose de vif alors. Une pointe de douleur. Un désir soudain d'être là, même après tout. Au lieu de cela, ce que j'ai ressenti, c'est de la distance. Comme regarder un endroit où j'ai vécu, le reconnaître sans qu'il me manque. Cet après-midi-là, j'ai fait des courses. J'ai fait l'épicerie. Je me suis arrêté à la quincaillerie pour des ampoules. Des choses ordinaires. Des choses qui ancrent. À un moment donné, en faisant la queue, j'ai réalisé à quel point il était étrange que je ne pense pas du tout à la cérémonie. Pas aux vœux. Pas à la marche dans l'allée. Pas à savoir si Lila était heureuse. Ce n'est pas que je ne me souciais pas d'elle. C'est que j'avais cessé de mesurer ma valeur par ma présence. En fin d'après-midi, une autre photo est arrivée. Lila dans sa robe. Souriante, mais tendue. Ses épaules légèrement relevées, comme elles le sont quand elle est dépassée. Papa se tenait à côté d'elle sur une photo, son expression rigide, performative. Maman ne souriait pas du tout. J'ai regardé les images sans zoomer. Sans les rejouer. Sans me chercher dans les marges. Je n'ai pas répondu. La cérémonie s'est déroulée quelque part où je n'étais pas, à une heure que je n'ai pas notée. J'imagine qu'il y a eu des mots prononcés sur l'amour, l'engagement et la famille. J'imagine que les gens ont applaudi. J'imagine que le gâteau a été coupé. J'imagine des rires qui sonnaient un peu forcés. Rien de tout cela ne m'a atteinte. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour moi-même. Quelque chose de simple. Des pâtes à l'huile d'olive et à l'ail. J'ai mangé au comptoir, debout, parcourant une recommandation de livres sur ma tablette. Le soleil a baissé à l'extérieur de la fenêtre, peignant la pièce d'une lumière chaude. À un moment donné, j'ai réalisé que le mariage devait être terminé. La pensée est venue et repartie sans fanfare. Un message est arrivé plus tard de maman. Elle a écrit que tout s'était bien passé. Elle a dit que Lila était magnifique. Elle a dit que c'était dommage que les choses aient tourné ainsi. Elle n'a pas demandé comment j'allais. J'ai lu le message une fois et j'ai mis le téléphone de côté. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas fait les 100 pas dans l'appartement ni rejoué des conversations. Je ne me suis pas imaginé là-bas, debout au bord de la pièce, souriant poliment, prétendant que rien ne s'était passé. Je me suis couché tôt. Alors que j'étais allongé dans le noir, j'ai pensé à combien d'années j'avais cru que le fait d'être exclu me briserait. Que manquer un jalon laisserait une blessure permanente. Que ne pas être présente effacerait en quelque sorte ma place dans la famille. Ce que j'ai appris à la place était plus silencieux et plus profond. La douleur que j'avais redoutée appartenait à une version de moi-même qui croyait encore que le sacrifice serait récompensé. Cette version de moi était déjà partie. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec quelques photos supplémentaires. Une photo de groupe. Une table avec des centres de table simples. Un gâteau qui semblait choisi à la hâte. Je les ai fait défiler sans m'arrêter. J'ai alors remarqué autre chose. Il n'y avait pas de douleur dans ma poitrine. Pas de sentiment de vide. Pas de regret. Juste de l'espace. Je suis allé me promener ce matin-là, l'air frais et clair. En traversant le quartier, j'ai pensé au rôle que j'avais joué pendant la majeure partie de ma vie. Celle qui s'adaptait. Celle qui comblait les lacunes. Celle qui payait, émotionnellement et autrement, pour que les choses puissent avancer sans heurts. Ce rôle ne me convenait plus. Debout à un passage piéton, attendant que le feu passe au vert, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement que je n'attendais pas. Pas une conclusion au sens dramatique du terme. Juste une compréhension que quelque chose s'était terminé naturellement, sans avoir besoin de ma permission. J'ai traversé la rue et j'ai continué à marcher, mais pas léger, mes pensées stables. Au moment où je suis rentré chez moi, le mariage semblait lointain, faisant déjà partie du passé. Pas quelque chose que j'avais perdu, mais quelque chose dont je m'étais éloigné. Et dans cette prise de conscience silencieuse, j'ai compris que je n'étais plus la personne qui devait se sacrifier pour que tout le monde soit à l'aise.
Ce chapitre de ma vie s'était refermé, doucement mais fermement, et je n'ai pas ressenti le besoin de le rouvrir. Des mois ont passé après le mariage, s'écoulant sans cérémonie. Pas de retombées dramatiques. Pas de grandes excuses. Juste la distance s'installant, couche par couche, comme la poussière après une tempête. Au début, je continuais à attendre quelque chose. Un appel de papa admettant qu'il était allé trop loin. Un message de maman reconnaissant la blessure. Une note plus longue de Lila allant au-delà des phrases polies et des préoccupations superficielles. Rien de tout cela n'est venu. Papa n'a plus jamais cherché à me contacter. Pas une seule fois. Aucune explication. Aucune excuse. Aucune tentative de recadrer ou de justifier ce qu'il avait dit cette nuit-là. Il a choisi le silence comme il l'avait toujours fait face à quelque chose qui remettait en cause son autorité. Prétendre que ça n'est jamais arrivé. Aller de l'avant. Laisser le temps effacer. Maman appelait de temps en temps. Sa voix était prudente, mesurée, comme si nous étions des connaissances naviguant dans une conversation polie au lieu d'une mère et sa fille portant des années d'histoire non dites. Elle me demandait des nouvelles de mon travail, commentait la météo, mentionnait une recette qu'elle avait essayée. Elle n'a jamais mentionné le mariage. Elle n'a jamais demandé comment cette nuit m'avait affecté. C'était comme si le sujet lui-même était trop dangereux à aborder, comme si le reconnaître pouvait briser quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Lila a envoyé un message une fois, quelques semaines après le mariage. Elle a écrit que la vie de mariée était chargée, qu'elle espérait que j'allais bien, que la façon dont les choses étaient avant lui manquait. Je l'ai lu lentement, remarquant ce qui était absent. Aucune responsabilité. Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Aucune curiosité sur mes sentiments. Juste la nostalgie d'une version de notre relation qui exigeait que je reste silencieuse et accommodante. Je n'ai pas répondu. Et ce qui m'a surprise, c'est à quel point cela semblait naturel. Je ne me sentais pas cruel. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais aligné. Pendant des années, j'avais cru que maintenir le lien exigeait un effort constant de ma part. Que la distance était quelque chose à craindre. Que le silence signifiait l'abandon. Mais maintenant, le silence semblait différent. Il ressemblait à de l'espace. À de la place pour respirer. Sans la tension constante d'anticiper la prochaine interaction familiale, mes journées se sont installées dans un rythme plus calme. Je me réveillais sans ce nœud familier dans l'estomac. J'ai arrêté de répéter des conversations dans ma tête. J'ai arrêté de me préparer à des critiques subtiles ou à une déception déguisée en inquiétude. Je me suis concentré sur mon travail, sur des routines qui manqueraient, sur des relations qui n'exigeaient ni explication ni excuse. J'ai passé du temps avec des amis qui écoutaient sans essayer de me réparer. Qui ne me demandaient pas d'adoucir mes angles ou d'atténuer ma clarté au nom de l'harmonie. Et lentement, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. Ce que j'avais fait n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de refus. Les gens supposent parfois que retirer mon soutien financier était une punition. Que je voulais faire du mal à ma famille comme on m'avait fait du mal. Que je voulais leur donner une leçon. Cela n'a jamais été ma motivation. Je n'ai pas repris l'argent pour faire souffrir qui que ce soit. Je l'ai repris parce que je refusais d'être humilié avec ma propre générosité. Parce que je refusais de financer un événement où ma présence était considérée comme superflue. Parce que je refusais de financer ma propre exclusion puis de m'entendre dire que j'étais mélodramatique de m'y opposer. Cette distinction est importante. Pendant si longtemps, mes contributions n'avaient été bienvenues que tant qu'elles venaient sans limite. Mon soutien était apprécié, mais ma voix ne l'était pas. Ma présence était optionnelle, mais mes ressources étaient attendues. Ce déséquilibre existait depuis des années, et j'y avais participé parce que je croyais que l'amour signifiait l'endurance. Cette nuit-là, debout dans cette pièce bondée, quelque chose de fondamental a changé. Je repense souvent à ce moment. La façon dont la pièce est devenue silencieuse après que j'ai parlé. La façon dont les visages se sont figés, non pas d'inquiétude, mais de choc. Non pas parce qu'ils comprenaient soudain ma douleur, mais parce que le récit avec lequel ils étaient à l'aise avait été interrompu. Je me souviens comment mon cœur battait la chamade, comment mon corps se sentait à la fois exposé et ancré. Je me souviens de la clarté qui a percé le bruit comme une ligne nette. La compréhension que je n'expliquerai plus jamais ma valeur à des gens qui profitaient de la nier. Quand je me remémore ce moment maintenant, ça ne fait plus mal. C'est propre. Ce que j'ai repris cette nuit-là,
ce n'était pas seulement de l'argent. C'était mon consentement. Le consentement à être traité comme superflu. Le consentement à être celle qui absorbe l'inconfort pour que les autres puissent rester à l'aise. Le consentement à disparaître tranquillement quand ma présence remettait en cause l'histoire. J'ai cessé de donner ce consentement. Et avec cette décision est venu quelque chose d'inattendu. La liberté. Pas le genre bruyant et festif. Pas le genre qui demande des applaudissements. Mais la liberté tranquille de l'alignement. De savoir que mes actions correspondaient à mes valeurs. De ne plus négocier ma dignité pour appartenir. Je n'ai plus essayé de gagner l'acceptation en me faisant petite. Je ne me suis plus excusé d'avoir fixé des limites. Je n'ai plus confondu la paix avec le silence. La distance qui a suivi n'était pas une punition. C'était une information. Elle m'a montré qui valorisait le confort plutôt que l'équité. Qui préférait les surfaces lisses aux conversations honnêtes. Qui ne se sentait en sécurité que lorsque je restais dans le rôle qu'il m'avait assigné. Et elle m'a montré qui j'étais devenu. Quelqu'un qui pouvait supporter l'inconfort sans se précipiter pour le réparer. Quelqu'un qui pouvait permettre aux relations de changer sans courir après leur ancienne forme. Quelqu'un qui comprenait que l'intégrité coûte parfois la proximité de personnes que l'on pensait être toujours là. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille. Peut-être que le temps adoucira les choses. Peut-être pas. Je n'attends plus de résolution pour commencer à vivre pleinement. Ce que je sais, c'est ceci. Je ne suis plus la personne qui disparaît pour que tout le monde soit à l'aise. Je ne suis plus prête à échanger mon respect de moi-même contre un amour conditionnel. Et je n'ai plus peur du silence. Car le silence, lorsqu'il est choisi, n'est pas une absence. C'est un pouvoir.